Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Loisirs, culture, environnement, économie. Sur Fréquence Évasion, l'info dans le Sud est sans limite. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Vous écoutez Fréquence Évasion, nous sommes en compagnie de Philippe Hainaut qui a écrit un livre, Chasseur d'épaves, paru aux éditions Alphée. Alors ce livre, Philippe Hainaut, vous le dédiez à tous ceux qui n'ont pas la télé et tous ceux qui n'ont pas Internet. Exact, oui, oui. Aujourd'hui, c'est vrai que on est tellement submergé de films d'aventure, de fiction et autres, qu'on a du mal à faire d'abord la part des choses, d'une part, et puis surtout que ça peut paraître. Ce qu'il faut montrer, c'est qu'il y a des gens qui mènent cette vie-là, mais de manière réelle, quoi. Que c'est pas du montage cinématographique, voilà. Alors Philippe Hainaut, comment devient-on chasseur d'épaves, chasseur de trésors ? Ça, c'est une passion qui démarre quand on est jeune. Enfin, il y en a qui ont pris, la passion en cours de route, au cours de leur vie. Enfin, j'ai commencé très jeune. Quand j'ai quitté après mes études, j'ai commencé à bourlinguer dans le monde. Et puis, par un concours de circonstances, j'ai rencontré Cousteau et toute son équipe à l'île de Saint-Barthélemy en 68. Et qui partait chercher un trésor au large de Saint-Domingue. Et à l'époque, je possédais un petit voilier et avec deux copains, et on l'a suivi et on a participé aux fouilles. C'est là qu'on a découvert des pièces d'argent, de la vaisselle, des aiguières, des canons, des choses comme ça. Et là, la passion m'a pris. Et puis c'est là que Cousteau m'a dit, mais attention, avant, faut pas croire que ça se passe comme ça. Avant, il faut passer par la case départ, en l'occurrence, c'est la case des archives, pour savoir où se trouvent tous ces bateaux perdus. Donc je me suis converti en rat de bibliothèque pendant des années avant de faire des expéditions. Voilà. Alors à partir de ces archives, comment mettons le doigt justement sur un trésor ou sur un galion qui est caché au fond des mers ? Quelles sont les pistes qu'il faut explorer ? Déjà, vous avez des livres de généralité qu'il faut prendre, et puis des livres d'histoire. Bon, déjà, il y a des gens qui peuvent vous conseiller. Par exemple, je vous dirais quand vous avez un livre de base qui est extrêmement important en France, qui s'appelle l'histoire de la marine française de l'amiral Charles de la Roncière. Donc c'est 3 volumes à lire, qui est extrêmement bien fait. Et puis après, faut voir toutes les références, toutes les biographies, et d'où viennent tous les renseignements qu'il évoque dans son livre. Et en fait, c'est une enquête un peu comme une enquête de police, quoi. Vous voyez, vous prenez le bout du fil et puis il faut démêler la bobine, quoi. Alors la seconde étape, c'est l'obtention d'un permis de fouille. Alors là, ça doit être un parcours administratif pour l'obtenir. Alors obtenir des permis de fouille, évidemment, des pays riverains et souverains. Donc là, ce sont des demandes, effectivement, qui des fois prennent pas mal de temps parce que là, on rentre dans la partie, on va dire, paperasserie administrative, quoi. Voilà. Puis vous avez des pays qui ne donnent pas de permis non plus. Donc là, c'est exclu, on peut pas faire de fouille. Enfin, c'est très difficile. Alors il reste à trouver les financements, et ça doit être très dur pour vous, puisque vous dites que vous refusez les sponsorings. Alors voilà, c'est-à-dire qu'à cette époque, moi, d'abord j'étais incapable, pas techniquement, j'étais pas tout à fait compétent pour aller chercher de l'argent, d'une part. D'autre part, aller demander un sponsor, monter un dossier, etc., ça prend des mois et des années, avant qu'il y ait tout un tas de commissions qui le lisent, le relisent et décident. Bon, donc je me suis dit, c'est des pertes de temps incroyables. Le mieux, c'est que j'utilise ce temps-là à essayer de gagner de l'argent et me financer moi-même, quoi. Voilà, c'était la raison. Parce que et puis je me voyais pas non plus avec écrit, j'en sais rien, Coca-Cola ou Gita de maïs sur mon bateau, quoi. C'était pas. Et puis je voulais rester. Et puis troisième aspect, surtout rester complètement indépendant. Le jour où j'ai envie d'arrêter les recherches pendant 3 mois, je peux le faire. Je sais pas à me justifier auprès d'un financier, quoi. Vous voyez. Alors votre bateau s'appelle le Coyote. Lui aussi, c'est toute une histoire. Alors c'est un bateau qui au départ était un bateau de pêche qui a affronté les mauvais temps des mers du Nord et de l'Atlantique Nord pendant quelques décennies avant que je m'en porte acquéreur. Et puis je l'ai fait aménager parce qu'il était aménagé exclusivement pour la pêche. Donc je l'ai transformé de façon à l'utiliser pour les recherches subaquatiques, mais aussi pour qu'il puisse me servir pour faire justement me financer, c'est-à-dire de quelle façon, en faisant du transport, en faisant de la pêche, en faisant de la récupération de métaux sur des épaves modernes coulées, les métaux non ferreux, voilà. Donc je l'ai aménagé comme ça et voilà, c'était le
bateau disons qu'un voilier ne se prête pas à ce genre d'activité, quoi. Alors justement, avec ce bateau, vous nous conduisez de paysage en paysage. Quels sont les endroits les plus magiques, les endroits qui vous ont plus marqué? Vous savez, quand vous menez cette vie-là, souvent le plus magique, le décor extérieur, c'est un décor de théâtre, plutôt. Le plus magique, c'est les rencontres avec les gens. Parce que d'un pays à l'autre, d'une coutume à l'autre, des religions à l'autre, des couleurs de peau différentes, des us et coutumes différentes partout où je suis passé, c'était surtout ça qui était plus passionnant que les cartes postales. Des cocos, vous voyez, ou des belles montagnes, ou des grands déserts. Parce que c'est surtout les gens qui vivent dans ces lieux-là qui m'apportent beaucoup plus de choses que le paysage en lui-même et le climat, quoi. Alors dans votre livre, vous parlez du Maroc et vous dites que c'est un endroit qui vous permet de vous ressourcer, le Maroc. Oui, parce que j'ai passé toute mon enfance là-bas, donc c'est le pays où j'ai fait mes humanités à l'école communale, etc., et puis où j'ai été élevé. Donc c'est un pays que j'aime beaucoup d'abord, et puis où je vais souvent, je vais d'ailleurs encore en ce moment, au moins une fois par an, revoir mes amis d'enfance et tout, et me ressourcer, ouais, c'est exact, ouais. Alors quand vous travaillez dans certains pays, quelquefois je pense que vous devez rencontrer des difficultés et ça peut être parfois dangereux. Il faut savoir que quand vous faites des recherches ou quand vous travaillez dans des pays à haut risque au niveau sécuritaire, c'est vrai qu'il n'y a pas d'autre solution. Ou vous rentrez dans la mêlée en prenant les précautions d'usage, ou alors vous vous dites bon, c'est pas pour moi, j'ai pas envie qu'il m'arrive malheur, et auquel cas vous laissez tomber. Et puis vous passez dans une contrée un peu plus, on va dire, un peu plus agréable, quoi, plus sécurisée. Mais bon, les galions, les bateaux coulés, ils n'ont pas forcément coulé au large de Marseille, tous, hein, donc on est obligé de s'adapter aux circonstances, voilà. Alors vous avez vu le cartel de la drogue et la lutte contre ce cartel. C'est-à-dire que là, quand vous travaillez, moi, comme ça a été mon cas, où j'ai cherché des épaves sur le territoire, enfin sur les côtes de Colombie et les îles colombiennes, vous êtes forcément, à un moment donné, comment dirais-je, confronté ou aux gardes-côtes américains, ou à la police anti-drogue, ou aux narcotrafiquants, ou à d'autres espèces d'individus interlopes. Ça, c'est évident. Après, faut faire la part des choses, faut faire attention, parce qu'il y en a dans le tas qui peuvent être potentiellement dangereux, et pas que les trafiquants de drogue d'ailleurs, même les militaires, la police, ces gens-là, il faut s'en méfier énormément. Voyez. Alors Philippe Hénault, vous dites que la navigation n'est plus ce qu'elle était. Complètement, ça c'est clair, enfin la navigation de plaisance, hein, j'entends. Hein. Oui, bien sûr, c'est évident. D'ailleurs, le plus bel exemple, c'est qu'il y a encore 1 an ou 2, je m'étais dit, tiens, je vais me racheter un petit voilier, une quinzaine de mètres pour habiter dessus, comme ça me rappellera les belles années, plutôt que d'habiter dans une maison de campagne. Puis je me suis dit, je vais le mettre où, mon petit voilier ? Si j'ai envie de passer un hiver sur la Côte d'Azur, il n'y a aucune place disponible. Si j'ai envie de passer un hiver, j'en sais rien, aux Canaries, il n'y a aucune place disponible. Je veux passer un hiver à La Rochelle, c'est coincé. Donc finalement, coincé, tout ça occupé par des bateaux sangsues qui ne sortent jamais. Donc c'est devenu, ça ne veut plus rien dire, quoi. Il n'y a plus personne qui navigue, je veux dire, tous ces bateaux ne naviguent jamais. Alors c'est devenu un business, on va dire, voilà. Philippe Hénault marque une pause dans cette émission. On revient dans quelques instants. À tout de suite. Fréquence Évasion sur le web, première radio interrégionale du Grand Sud. Fréquence Évasion vous donne la possibilité de dialoguer sur l'un des 3 forums. Paranormal, région et musique. Venez dialoguer sur les forums Fréquence Évasion. Cliquez sur Forum. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie de Philippe Hénault. Alors, entre 1500 et 1800, 400 navires ont disparu. Et ce sont que des navires espagnols. Ah oui, il y en a 400 qui ont été perdus. C'est la plupart du temps pour des raisons d'erreur de navigation ou des tempêtes ou des mauvaises conditions des navires, quoi, qui prenaient la mer dans des conditions qui n'étaient pas adaptées ou qui étaient surchargées, quoi. Voilà. Alors Philippe Hénault, vous étiez aussi à la recherche du trésor des Incas. Mais j'y suis toujours, ceci dit, oui, il y a des trésors à terre, bien sûr. Il y a des trésors à terre dans le Nouveau Monde, il y en a un certain nombre, des trésors religieux notamment, qui restent à découvrir aujourd'hui. J'ai un certain nombre de dossiers là-dessus, il y a beaucoup de... il n'y a pas suffisamment d'une vie, on va dire, pour se lancer là-dedans, quand on sait le temps que prend chaque opération.
Et là, actuellement, Philippe Hénaud, vous recherchez des trésors particuliers, vous avez des pistes? Ah ben bien sûr, et, vous avez des dossiers qui sont beaucoup plus précis que d'autres, et on essaye de commencer par ceux qui sont le plus facile, enfin le plus facile, disons le moins difficile plutôt. Mais après, on est assujetti à tous les problèmes liés aux lois de ces pays-là, et donc c'est aussi en fonction de ça qu'on peut décider sur lequel on va se lancer. Voilà, c'est un problème administratif. Le problème, c'est ça aussi. Pour les chercheurs d'or, il y a également le problème de la vente et de la refonte. Attendez, la refonte de l'or, vous parlez de refonte des objets archéologiques totalement criminels. C'est ce que font la majorité des pilleurs de tombes. C'est ce qui explique la raison pour laquelle, dans les pays d'Amérique latine, le gouvernement, bien que ça soit illégal, ferme les yeux sur les pilleurs de tombes qui revendent, dès lors qu'ils revendent, ferme les yeux et sur les pilleurs de tombes, et ferme les yeux sur les gens fortunés qui rachètent tous ces objets. Parce que si les objets sont rachetés, ils considèrent que c'était, on va dire, une tolérance, même si c'est pas légal, mais ça permet de garder les objets en l'état. Sinon, les autres pilleurs de tombes vont fondre ces objets pour s'acheter un taxi ou une épicerie, et moyennant quoi c'est perdu définitivement. Ce qui explique que vous avez des très grands collectionneurs entre la Colombie et le Chili qui détiennent chez eux des collections absolument fabuleuses, mais il faut bien le préciser parce qu'on oublie de le dire, et il faut savoir que ces collections sont connues des services du gouvernement, des services de la culture, enfin les ministères de la culture ou du patrimoine savent très bien qui a quoi, et bon, mais comme ils l'ont acheté, ils ne disent rien et ils les laissent chez eux, et la seule contrainte qu'ils aient, ces gens-là, c'est qu'ils n'ont pas le droit de l'exporter, de le sortir du pays. Ils peuvent parfaitement le revendre à un autre collectionneur s'ils veulent, dès lors que ça reste dans le pays. Alors c'est vrai que c'est une tolérance qui est un petit peu chaotique, mais elle permet au moins le moindre mal, parce que sinon les pilleurs de tombes, ils se gênent pas pour fondre immédiatement. Quant à les attraper et les mettre en prison, bon, vous en mettez 10 en prison, le lendemain il y en a 20, de toute manière, il n'y a pas de... C'est un truc absolument impossible. Ce qu'il aurait fallu en réalité, si vous voulez, c'est que le gouvernement s'adresse directement à ces pilleurs de tombes en leur disant vous venez nous vendre les choses directement et nous on vous les achète. Seulement d'un autre côté, c'est une jurisprudence qui entraîne, qui montre que le gouvernement accepte que des gens comme ça se conduisent de telle façon. Donc vous voyez, la situation est très 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 compliquée en réalité. Alors il y a également des archéologues qui pillent les trésors. Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Quand Carter va piller Toutankhamon, c'est un archéologue qui procède à des fouilles archéologiques. Si moi, sans avoir une licence d'archéologue, je fais ça, je suis un profanateur de tombes. Alors par contre, si je vais suivre 3 années pour prendre une licence d'archéologue, on ne pourra plus me traiter de profanateur. On dira, vous êtes un archéologue qui fait des fouilles. Ouais, ça c'est archi connu. De la même façon que j'écris que le commandant Cousteau dynamitait les coraux, je l'ai vu faire devant moi pour faire passer la Calypso. Or, commandant Cousteau, c'était quand même quelqu'un de assez respectable, autant que je me souvienne, vous voyez. Puis qui était un des premiers, du moins au sommet de Rio, pour le sommet mondial de l'écologie, enfin de l'époque, c'était pas exactement ce terme-là qui était utilisé, mais enfin ça en est nous-mêmes, quoi. Voilà. Alors justement, Philippe Hénaud, quand on a trouvé un trésor, le partage du butin se passe comment? Comment c'est réparti? Vous avez la moitié qui revient au gouvernement, donc qui est riverain, et puis l'autre moitié qui revient à la compagnie qui a fait les recherches. Après, au sein de la compagnie, ça c'est interne, ça veut dire que la compagnie elle garde tant, les bateaux sont payés tant, après c'est un travail, on va dire, d'avocat, de bureau d'avocat, ou de contrat en amont, qui a été passé en amont. Je raconte ça juste pour un peu pour le folklore, quoi. C'est plus sympa. Alors une phrase que j'ai trouvée dans votre livre, Philippe Hénaud, c'est « La rhétorique peut s'étudier, le courage non ». Bah oui, c'est exact. Le courage, on est courageux ou on ne l'est pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas une tare de ne pas être courageux, simplement on parle pas de ce qu'on connaît pas, quoi, je veux dire. C'est ça que je voulais expliquer dans le contexte de la phrase que j'ai et du chapitre que j'ai écrit. Quelqu'un qui sait pas faire la cuisine, il ne se targue pas de parler de cuisine. Moi, ça me paraît évident. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire dans ce sens-là.
Il est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui croient savoir certaines choses et qui racontent n'importe quoi. Bah écoutez, c'est toujours pareil, c'est quand quelqu'un vous dit c'est comme ça, l'Amérique c'est un pays qui est comme ci et comme ça. Moi c'est un pays que je connais bien, je prends l'exemple de l'Amérique ou d'un autre pays, ceci dit, c'est pour imager le propos. En Amérique c'est comme ci, c'est comme ça. Moi quand un type devient très affirmatif à ce sujet, je lui dis vous avez vécu et travaillé combien d'années en Amérique? Et le gars me répond, non, mais moi je n'ai jamais travaillé là-bas ni vécu, j'y suis allé. Bon alors vous savez pas de quoi vous parlez monsieur, parce que si vous parlez à travers ce que vous lisez dans les journaux, bon tout le monde sait tout. Alors à ce moment-là, vous voyez, c'est un peu ça quoi. Enfin, là encore, c'est pas bien grave, c'est un peu véniel si vous voulez, mais quand il s'agit de choses beaucoup plus importantes, il faut pas laisser passer quoi certains trucs quoi. Alors j'imagine que vous avez beaucoup de projets, Philippe Hénault. Ah tout à fait, la preuve c'est que je m'en vais après-demain et que je vais justement plonger sur une zone. Je pars après-demain demander une autorisation d'exploitation de galions sur la côte de l'Amérique centrale. Ce qui va d'ailleurs être un peu compliqué parce que j'ai appris par les journaux que le président du Honduras avait été renversé par les militaires par un putsch là. Ça fait partie des risques du métier entre guillemets quoi. Voilà. Oui. Un livre à se procurer, Chasseurs d'épaves et des galions, donc aux éditions Alphée. Merci Philippe Hénault d'avoir participé à cette émission sur Fréquence Évasion. Au revoir et à très bientôt. Oui, merci à vous. Vous écoutez Fréquence Évasion, se retrouve prochainement pour une autre émission sur la protection de l'environnement. Fréquence Évasion.